Intitulé la présentation des aspects géopolitiques des câbles, l'idée c'était effectivement d'étudier le rapport qu'il y a entre le politique et les données du réel, ici le réseau. Donc le réseau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on l'a vu, c'est une structuration, une spatialité, une géographie des câbles. Derrière, ce sont des acteurs également qui interagissent avec l'infrastructure, et puis des représentations, des idées que se font les acteurs de cette infrastructure. Et tout ceci va finalement construire la géopolitique des câbles. Alors, cette slide, elle permet de montrer que c'est une question qui est éminemment ancienne, puisque dès qu'il y a eu câbles sous-marins, que ce soit à l'époque télégraphique ou encore aujourd'hui, eh bien, on réfléchit effectivement en termes de rapport de force. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des infrastructures qui sont en toute logique internationales, donc qui relient au moins deux États entre eux, voire plus, et en cela, il y a donc des interactions entre eux. Alors, cette carte, elle est intéressante, elle date de 1901. Elle présente les projets donc, de l'époque, enfin les câbles actuels de 1901 et les projets qu'avait mis en place la France avec l'Allemagne, comme vous voyez en haut, pour s'affranchir du monopole anglais. Donc derrière cette carte, il y a l'idée, donc cette carte elle est tirée des états-majors français militaires, et donc l'idée c'était de dire il y a effectivement un constat, un état de l'art qui est la domination d'un acteur sur ce marché, sur cette problématique, et il y a un besoin de s'affranchir, de se rendre plus indépendant et donc de potentiellement faire des coopérations avec d'autres acteurs pour s'en affranchir. Donc la géographie des câbles, on l'a vu globalement ce matin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des rapports de force dans les inégalités de répartition de ces câbles. On a vu qu'il y avait des zones de concentration, des zones qui sont un peu plus des déserts numériques, et puis cette triade, États-Unis, Europe, Asie, qui est quand même au centre de tout ça. La domination aussi aujourd'hui, en tout cas la centralité du réseau sur les États-Unis, qui va aussi engranger un certain nombre de rapports de soumission et de domination. L'idée aussi, c'est de partir du constat que l'infrastructure sous-marine, et là j'invente rien, vous le savez tous, c'est une infrastructure de communication, donc d'information, et donc en cela elle est stratégique. Forcément, elle va induire des rapports, ou l'intéresser en tout cas l'État sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a et vous le voyez tous au quotidien je pense, c'est qu'il y a une politisation du sujet qui est en tout cas un intérêt renouvelé des États pour le sujet des câbles sous-marins. Depuis peut-être on va dire les années 2010 en tout cas, avec l'émergence à la fois des géants du net, donc des GAFAM, et puis peut-être les révélations Snowden aussi sur le renseignement qui est opéré à partir des câbles sous-marins. Donc ça a été un petit peu des déclencheurs, et au-delà de ça, l'intérêt est plus général des États pour ce réseau. Alors pourquoi ? On l'a dit, les câbles sous-marins ont toujours été aussi importants, en tout cas pour la société et l'économie, mais aujourd'hui, l'importance de ce réseau, elle est évidemment décuplée à l'heure de la société du numérique, puisque voilà, on a tous besoin d'Internet dans l'ensemble de nos activités quotidiennes. Et donc, il y a vraiment une approche globale de cette infrastructure à avoir. Par ailleurs, il y a aussi l'idée que le sujet intéresse les États à tous les niveaux. Et en cela, on a l'idée que les flux sont transnationaux, donc ils dépassent les frontières des États, alors même que la souveraineté des États, elle était construite sur des questions de territoire. Donc aujourd'hui, pour reprendre du contrôle, eh bien, les États tentent de s'intéresser aux infrastructures, là où ils ne sont pas capables de maîtriser les flux qui les dépassent. La politisation du sujet câble, c'était simplement pour vous l'illustrer, elle se traduit par plusieurs aspects. La médiatisation du sujet dans la presse, ça je pense que c'est un élément qu'on voit tous, mais plus généralement l'évocation du sujet au sein des différents discours politiques, français mais étrangers, européens, et la mise à l'agenda du sujet dans les enceintes régionales, que ce soit l'ONU par exemple d'un point de vue environnemental, l'Union européenne d'un point de vue souveraineté, les organisations plus techniques sur les aspects de normes et autres. Donc il y a vraiment une mise à l'agenda de ce sujet.
Et puis le dernier aspect, c'est aussi, en tout cas celui que je vois moi, c'est l'augmentation des échanges entre le public et le privé, avec parfois des formalisations de partenariats ou en tout cas des échanges croissants entre ces deux sphères. Alors, l'idée de cette carte était juste, effectivement, de montrer qu'il y a bien, au-delà des relations entre deux États, des relations entre plusieurs États, mais je pense que ça a été illustré largement ce matin. Et l'idée de dire aussi que le format, la gestion des câbles étant opérée par des acteurs privés, eh bien, les États ont aussi progressivement, avec la privatisation du secteur des télécommunications, perdu la main d'une certaine manière sur des savoir-faire ou des connaissances techniques qu'ils ont ils s'en sont en tout cas largement remis au privé. Et donc aujourd'hui, il y a cette idée que parce qu'il y a une prise de conscience sur l'importance de cette infrastructure, eh bien, on doit pouvoir aussi comprendre, essayer de gérer un minimum des aspects, en tout cas les comprendre pour pouvoir agir dessus. Alors, j'ai résumé en 3 grands enjeux les aspects géopolitiques des câbles. Leur intérêt, en tout cas, c'est bien à la fois de contrôler l'infrastructure, en tout cas de reprendre un peu de contrôle sur cette infrastructure, de rester positionné, ou en tout cas de pouvoir continuer à exister sur cette problématique, et puis de mieux protéger les câbles à l'heure où on nous parle beaucoup, même s'il y a pas mal de fantasmes, d'améliorer la protection de ces infrastructures. Alors pour rentrer un peu dans le détail, derrière contrôle de l'infrastructure, on peut y mettre évidemment plein de choses. L'idée pour moi, c'était de parler notamment de la maîtrise des routes, davantage que ce qu'elles se font aujourd'hui, qui est vraiment du cas par cas, et on voit bien qu'il n'y a finalement pas de maîtrise, c'était une question qui était posée ce matin, globale des routes qui sont suivies par les câbles, donc on est vraiment sur des cheminements individuels. Il y a la question aussi de contrôler les acteurs, qui peut poser des câbles sur tel ou tel territoire. On rentrera un peu plus dans les détails après. Et est-ce qu'on est en capacité ou pas d'agir sur ces câbles? Là, c'est le volet plutôt marine, et de réparer, à contrario, ces infrastructures. Des enjeux en termes de positionnement, là c'est évidemment à travers les acteurs privés. Est-ce que l'État a un certain nombre de leaders dans l'industrie, puisqu'il y a toujours cette idée de lien plus ou moins fort entre l'industrie et l'État. Est-ce qu'on reste au centre des flux? Par exemple pour les États-Unis, on a dit que le positionnement était tel qu'aujourd'hui, quand on sent qu'il y a l'émergence de nouveaux acteurs qui cherchent à finalement affaiblir la position des États-Unis dans ce réseau, comment est-ce qu'on peut faire pour rester bien positionné? Il y a la question, évidemment, d'adopter une posture internationale cohérente sur le sujet, puisque on voit, et on l'a dit, le sujet câble arrive et émerge sur les instances internationales ou régionales. Eh bien, il faut pouvoir avoir une position claire en la matière, et c'est aussi un moyen de s'affirmer sur la scène internationale que d'en avoir une. Il y a évidemment des aspects d'aménagement du territoire qui sont importants pour relier, par exemple, en France les Outre-mer, etc. L'aspect protection, eh bien, c'est l'aspect améliorer la surveillance des infrastructures, la réparation, en tout cas garantir ou essayer d'être en mesure d'assurer la résilience de la société et de l'économie nationale à travers ces câbles, d'être en mesure de répondre si besoin à une menace éventuelle d'un autre État sur cette infrastructure, et puis rester évidemment bien positionné aussi dans la recherche et le développement qui permettrait en tout cas d'améliorer cette protection. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, ce ne sont que des exemples, mais c'est ainsi que les choses essaient de se structurer. Et pour cela, évidemment, les États ont plusieurs leviers. Alors il y a, je pense que j'ai la slide plus loin, mais il y a en gros le levier du droit, de tout ce qui est autorisation administrative, pouvoir régalien de l'État. Comment est-ce que l'État va pouvoir utiliser ce droit pour ces 3 enjeux géopolitiques? Il y a évidemment la question du financement et de la subvention, soit des entreprises, et ça c'est une question ancienne, soit le financement de certains projets directs ou indirects. La question du renforcement capacitaire et opérationnel, alors soit direct à travers les marines nationales, soit à travers des partenariats et s'assurer que les entreprises sont en capacité de venir réparer les infrastructures, par exemple. La question de la mise en place de coopération entre États ou toujours des partenariats publics-privés. Et puis la question d'avoir une politique publique claire ou multiple sur ce sujet. Et là, on voit qu'entre les États, il y a évidemment de grosses inégalités dans ces domaines-là.
Alors simplement pour illustrer, pareil, que ce sont des enjeux qui sont finalement anciens, hein, on a sur la question du contrôle, j'avais retrouvé cet élément dans les archives, où on a la mise en place d'une censure sur les câbles sous-marins ordonnée par les États-Unis en 1917. Pareil, sur la question peut-être plus de la spatialité ou du positionnement, on a cette carte qui est aussi tirée des états-majors, notamment français, qui mentionne la manière dont l'État français souhaitait pouvoir subventionner certaines entreprises pour finalement se doter de nouvelles lignes de communication, là où, encore une fois, elles dépendaient à cette époque du réseau britannique. La question de la protection, avec évidemment des initiatives qui sont très différentes entre les États, et parfois l'usage à la fois du droit et disons, de mesures plus restrictives. Là, c'est en Australie, pour protéger ces câbles à certains endroits plus spécifiques ou faire en sorte que ces câbles arrivent à des endroits très précis. Donc des problématiques qui sont anciennes et qui se retrouvent aujourd'hui. Alors là, l'idée, c'est simplement, dans le temps qui me reste, d'illustrer un peu ces enjeux géopolitiques de manière assez concrète avec des faits récents. L'idée, c'est de dire, parmi tous ces éléments, on voit que, notamment, les câbles sous-marins sont, disons, une manière pour les États-Unis aussi de poursuivre leur guerre commerciale avec la Chine. Alors, comment est-ce qu'on le voit? Donc, les États-Unis utilisent notamment le droit et les accès, ont une politique plus restrictive en matière d'accès des projets de câbles sous-marins sur leur territoire. Donc, ça a été évoqué aussi ce matin. Mais, par exemple, ça s'est traduit par le refus, ou en tout cas la demande de modification d'un projet spécifique pour contrôler quel type d'acteur, quel type de route, quel type de destination on peut et on autorise pour relier notre propre territoire. Donc, ça, c'est un des aspects. Mais les États-Unis usent aussi notamment de la diplomatie, de leur levier d'influence pour effectivement parvenir à leurs fins. Et donc on voit qu'il y a tout un jeu complet, les États-Unis allant effectivement rencontrer les différents partenaires pour essayer de les convaincre d'avoir le même type de politique restrictive afin effectivement de restreindre la montée en puissance notamment de l'acteur chinois. Un troisième volet de cette politique de guerre commerciale américaine vis-à-vis de la Chine, c'est la question de la coopération. On voit qu'il y a aussi des enjeux entre États, des mises en place de partenariats, de coopération, et l'idée de financer certains projets de câbles directement ou indirectement pour parvenir à contrer certains projets, notamment dans le Pacifique, ici la Chine avec l'Australie et le Japon. De l'autre côté, si on regarde effectivement cette rivalité sino-américaine, on a aussi l'affirmation de l'autre bord d'une politique assez forte de la Chine par rapport aux câbles sous-marins. La première qui a été aussi évoquée ce matin à travers les interventions, c'est effectivement l'affirmation d'une politique de souveraineté sur la mer de Chine méridionale par le refus ou en tout cas la contrainte sur des permis pour autoriser ou non les câbles sous-marins qui voudraient atterrir traverser cette zone. Le deuxième volet évidemment de la Chine, donc là c'est un aspect plus réglementaire, mais il y a aussi un volet davantage d'influence, de politique, de diplomatie, qui est aussi l'émergence des routes de la soie digitales, donc qui sont la continuité des routes de la soie terrestres notamment, et qui là ont vocation à créer de nouveaux projets d'infrastructures pour relier notamment la Chine, ou en tout cas indirectement l'Asie à l'Afrique et à l'Europe. Et puis on peut évidemment envisager au reste du monde. Alors j'aurais pu évoquer aussi plein d'autres exemples sur cette thématique. La question maintenant, c'est aussi de voir les politiques publiques qui sont affichées par les États et qui vont aussi montrer ou renforcer cette politisation croissante du sujet sur la scène internationale, puisque dès qu'un ou deux États se positionnent, et bien évidemment, les autres veulent aussi avoir leur propre stratégie nationale. Et on voit que certains États donc, essaient d'avoir une approche un peu plus globale, peut-être moins restrictive, moins focalisée, comme les États-Unis par exemple, sur les aspects de sécurité nationale, mais davantage sur des aspects plutôt de résilience et de réflexion globale sur les communications. Donc là, j'ai pris l'exemple du Japon parce qu'elle est assez récente.
le Japon a souhaité diversifier ses points d'accès. On a vu ce matin que le Japon était déjà dans sa politique industrielle aussi assez proactive. Donc on voit que ça se prolonge dans cette idée qu'il faut aussi implanter des data centers, qu'il faut faire en sorte de diversifier les points d'arrivée et d'assurer ainsi la sécurité des communications sur l'île. J'aurais pu aussi citer la France, typiquement, où on a effectivement depuis peu une politique d'attractivité des câbles sous-marins qui s'est notamment transposée par une simplification des procédures, en tout cas une tentative de simplification des procédures administratives, là où, pour l'autorisation et l'accord de permis, et essayer d'attirer un maximum d'industriels à venir poser de nouveaux câbles sous-marins sur le territoire français, et notamment en direction des GAFAM. Le dernier volet que je souhaitais évoquer, c'est évidemment la cristallisation de tous ces rapports de force. Elle va se traduire à un certain moment par des rapports de force militaires, comme ça l'a été évidemment par le passé. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement plutôt sur des menaces, sur de la prospective. Néanmoins, c'est un sujet qui est suffisamment important et réel pour qu'il soit mentionné dans les enceintes militaires, telles que l'OTAN, par exemple, pour la présence de bâtiments à proximité des câbles sous-marins. Donc là, c'est l'idée. Comment est-ce que finalement cet intérêt géopolitique des États pour cette infrastructure, eh bien, elle pourrait se traduire concrètement en menaces, en capacités militaires. Et donc on voit un renforcement notamment des flottes militaires sur ce sujet, un suivi plus poussé sur les exportations de tel ou tel type d'équipement qui pourrait ou serait en mesure évidemment d'endommager ces câbles ou de les surveiller davantage. Il y a aussi évidemment un jeu fort dans la recherche et le développement pour essayer de combler certaines lacunes ou en tout cas d'essayer de voir comment est-ce que certaines recherches, certains projets de recherche scientifique ou industriels pourraient conduire à des usages derrière militaires. Il y a évidemment donc plein d'autres aspects qu'on aurait pu évoquer, mais je pense que ceux-ci font le tour des grands enjeux des câbles sous-marins géopolitiques en tout cas. Et l'idée pour moi importante de cette présentation, c'était de vous dire que parce que le sujet des câbles est à la fois un sujet numérique et maritime, eh bien forcément, il redessine des enjeux plus globaux qui sont présents sur la scène internationale et il se cristallise aujourd'hui parce que ce sont évidemment deux territoires, le numérique, le cyber et le maritime, avec l'exploration des fonds marins, un sujet évidemment d'avenir, en tout cas, qui est dans le focal des différents États sur la scène internationale.